Il y a 3 ans et demi, par un froid matin de novembre, le même glas avait sonné pour le général de Gaulle. Ce matin, c'était pour le président Pompidou, pour qui les chefs d'État du monde entier s'étaient à nouveau réunis dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour une cérémonie empreinte à la fois de majesté et de simplicité. Au-delà de la solennité naturelle pour une telle circonstance, c'est la simplicité que l'on retiendra, une simplicité voulue avec fermeté par le président Pompidou. Alors qu'aux alentours de Notre-Dame, de nombreux Parisiens s'étaient massés sous les marronniers en fleurs en ce début de printemps, la nef de la prestigieuse cathédrale avait accueilli les plus grands de ce monde, ceux-là même que vous pouvez reconnaître à la télévision sans que l'on ait besoin de citer leur nom. C'est le cardinal Marty qui a célébré l'office religieux à la mémoire du président Pompidou, cependant que des œuvres de Jean-Sébastien Bach, le compositeur préféré du président, résonnaient sous les voûtes millénaires. En quelques mots, le cardinal Marty, archevêque de Paris, a appelé l'assistance à la prière. Et puis, s'adressant aux chefs d'État venus du monde entier, il a dit « Méditons sur nos responsabilités, car pour beaucoup d'entre nous, elles sont grandes. » L'office religieux a duré près d'1 heure et demie. Il a été retransmis en direct par plusieurs télévisions étrangères, représentant quelques 300 millions de téléspectateurs. Cette cérémonie que certains d'entre vous ont pu suivre ce matin à partir de 10h30 sera retransmise en différé et dans son intégralité tout à l'heure sur les 3 chaînes de télévision à partir de 20h30. Au même moment, dans le monde, ce matin, plusieurs messes et cérémonies ont été célébrées dans toutes les grandes capitales et dans certains pays, une voire plusieurs journées de deuil national ont été également décrétées. En France, cette journée de deuil national va s'achever ce soir. Ce matin, nombreux étaient les Parisiens qui avaient tenu à s'associer directement à la cérémonie en s'approchant le plus près possible de l'église Notre-Dame. Les Parisiens, sous un timide soleil d'avril, étaient, c'est vrai, nombreux ce matin, plusieurs milliers tout autour de Notre-Dame de Paris, debout derrière les barrières installées par mesure de sécurité. Debout depuis le début de la matinée, ils ont voulu rendre un dernier hommage au président Pompidou. Ils étaient silencieux et ont dû se contenter de suivre de loin les arrivées des voitures diplomatiques. Ils étaient émus et graves. De la cérémonie qui se déroulait à Notre-Dame leur parvenaient juste quelques accords d'orgue. À la foule de Parisiens s'étaient mêlés des provinciaux et des étrangers. Des mesures de sécurité exceptionnelles étaient prises, plus de 5000 policiers en uniforme et en civil ont été mobilisés pour protéger les grands de ce monde venus assister au service solennel à la mémoire de Georges Pompidou. Ces mesures correspondent sensiblement à celles qui avaient été arrêtées pour la messe à la mémoire du général de Gaulle. La sécurité des chefs d'État est assurée par le service central des voyages officiels et par les renseignements généraux. Des inspecteurs vêtus de gilets pare-balles circulaient dans la foule ce matin. 2 à 5 hommes étaient affectés à chaque chef d'État. Ce matin encore, plusieurs personnalités politiques françaises sont allées se recueillir sur la tombe du président Pompidou à Aurevilliers, au moment où se déroulait à Paris la messe solennelle à Notre-Dame. Aussitôt après la cérémonie, célébrée à la cathédrale de Paris, plusieurs personnalités étrangères, principalement des chefs d'État africains, ont tenu également à se rendre à Aurevilliers pour se recueillir gravement et silencieusement devant la pierre tombale du chef de l'État. Comment ne pas remarquer au milieu de tous ces présidents africains le président Léopold Sédar Senghor, qui fut pendant 40 ans l'un des meilleurs amis du président Pompidou et qui, au moment de signer le livre de condoléances à la mairie d'Aurevilliers, était tellement ému qu'après un instant d'hésitation, il ne fit qu'apposer simplement sa signature. Aurevilliers, 11 heures ce matin, à quelques mètres de la Maison-Blanche. Alors qu'en Notre-Dame de Paris, un hommage solennel est donné au président Pompidou par les grands de ce monde, dans la modeste église Saint-Martin, les citoyens de la petite localité des Yvelines assistent eux aussi à une cérémonie religieuse, mais dépouillée de tout faste. Le village, dans sa quasi-totalité, assiste à l'office autour du maire et des conseillers municipaux. Parmi ceux-ci, une absence, Madame Sophie Pompidou, la belle-fille du président défunt.
À l'issue de la messe, derrière un groupe d'anciens combattants, les Orvillageois se sont rendus en cortège jusqu'au cimetière. Et là, devant la tombe du chef de l'État, ils se sont recueillis l'espace d'un moment. De ces minutes où, comme le dit Louis Aragon, l'homme prend grandeur nature. Respectant les dernières volontés de Georges Pompidou, aucun discours n'a été prononcé, ni gerbe déposée. En début d'après-midi, 5 chefs d'État de l'Afrique francophone venaient rendre un dernier hommage à celui qui fut leur ami, mais également l'ami de toute l'Afrique. Un peu plus tard, accompagné de son épouse, le président du Sénégal, Léopold Senghor, arrivait à son tour. Bouleversé, celui qui a été pendant plus de 40 ans le grand ami de Georges Pompidou faisait une brève déclaration à la sortie du cimetière. Je suis venu accomplir un devoir. Vous voyez, je l'ai fait simplement car je crois que ce qui le caractérisait le plus, je l'ai dit hier, c'était la fidélité. C'est dans une grande simplicité que les habitants de Cajar, cette petite cité du Lot où M. Pompidou venait fréquemment se reposer, ont rendu hommage ce matin à celui qu'ils avaient adopté. La messe a été célébrée par l'abbé Vivier, c'est le curé du village. Pour lui qui est venu assez souvent prier ensemble avec nous. Pour lui qui aimait à se mettre au milieu de vous, que le Seigneur l'en récompense. Au premier rang, Bernard Ponce, le député, et plus loin Guy Murat, l'ancien maire, deux amis du président. Sur les visages, l'émotion. À Cajar, on connaissait en effet plus l'homme que le président. Un homme qui serrait les mains à la sortie de l'office, qui parfois s'attardait à la terrasse d'un café, l'homme qui avait été conseiller municipal au temps où il n'était pas encore président de la République. Autre geste, autre hommage, la municipalité a décidé de donner le nom du président au CEG qu'il avait inauguré lorsqu'il était Premier ministre et à l'avenue qu'il empruntait pour aller à sa propriété, au Prajou, là où depuis hier soir, Madame Pompidou est venue chercher la paix, loin de la foule et des curieux. La cérémonie de Notre-Dame terminée, Paris est devenu subitement, depuis le début de l'après-midi, le centre de la politique mondiale, surtout avec les initiatives du président Nixon. Le président américain a en effet décidé de rester à Paris jusqu'à demain à midi pour pouvoir rencontrer plusieurs chefs d'État étrangers. L'avenir de l'Europe et surtout le rôle des États-Unis en Europe au cours des prochaines années a dû être très largement discuté cet après-midi. Il est d'ailleurs un peu paradoxal que le destin ait suscité ces conversations à Paris. Mais au tout début de l'après-midi, M. Nixon s'est rendu au palais de l'Élysée pour y être reçu par M. Alain Poher, qui assume l'intérim de la présidence de la République. Par deux fois aujourd'hui, Richard Nixon a causé la surprise. Tout d'abord en reportant son départ à demain pour pouvoir rencontrer un certain nombre d'hommes d'État présents à Paris. Ensuite en arrivant à pied au palais de l'Élysée, où il a rendu visite au président Poher. Venu en voisin, la résidence de l'ambassadeur des États-Unis est à 100 mètres de là, Richard Nixon s'est promené quelques instants rue du Faubourg Saint-Honoré, serrant des mains, conversant avec les passants, sous l'œil très attentif d'une trentaine de gardes du corps. Le chef de l'exécutif américain et le président Poher
se sont ensuite entretenus pendant 3 quarts d'heure, une entrevue certainement aussi politique que protocolaire. Rien ne filtrait des conversations, et toujours aussi détendu, Richard Nixon repartait, en voiture cette fois. Une anecdote, c'est en avion spécial que la limousine blindée du président était arrivée hier à Paris, une voiture qui pèse plus de 4 tonnes et dont les performances sont tenues secrètes. Pas une minute à perdre pour le président qui regagnait sa résidence, où il allait recevoir successivement M. Giovanni Leone, président de la République italienne, ici sur ces images, et Harold Wilson, le nouveau Premier ministre britannique. C'était le début d'une série de mini-sommets qui se poursuivront jusqu'à demain. Richard Nixon, ici avec M. Wilson, reçoit ce soir Willy Brandt et le Premier danois Paul Hartling. Demain, M. Podgorny et Tanaka, Premier ministre japonais. De toute évidence, Richard Nixon profite de son passage à Paris pour relancer son idée de charte atlantique. Harold Wilson et Willy Brandt y sont tout acquis, ils se sont d'ailleurs rencontrés cet après-midi. L'intérim présidentiel en France laisse un temps de répit au président américain pour convaincre ses partenaires européens. Au terme de son entretien avec le Premier britannique, Richard Nixon a tenu encore une fois à prendre un bain de foule, le service de sécurité débordé ne put empêcher la bousculade. Quelques instants de repos et le président américain repartait pour le Quai d'Orsay où à 17 h, M. Alain Poher, le président de la République par intérim, recevait les chefs d'État et de gouvernement présents à Paris pour honorer la mémoire du président Pompidou. Premier à arriver, M. Pierre Messmer et la reine Juliana de Hollande. Une cérémonie sans faste, le buffet ne comportait pas d'alcool. Une cérémonie qui met un point final à la journée de deuil national. Si Paris est devenu cet après-midi quelques instants la capitale du monde, d'abord compte tenu du retentissement de la cérémonie de Notre-Dame, et puis en fonction des rencontres politiques importantes que la réunion de plusieurs chefs d'État de tout premier plan a suscité, notre pays n'en vit pas moins déjà à l'heure de la toute prochaine campagne présidentielle. Hier, je vous le rappelle, le Conseil des ministres avait fixé les dates des premiers et éventuellement deuxième tours de l'élection, les 5 et 19 mai prochains. Hier soir, le bureau exécutif de l'UDR s'est réuni en présence de M. Pierre Messmer et il a décidé de proposer au comité central et aux parlementaires de l'UDR, qui se réuniront demain, leur soutien à la candidature de M. Chaban-Delmas à la présidence de la République. Le président du groupe UDR de l'Assemblée, M. Claude Labbé, a précisé qu'aucune opposition ne s'était manifestée à propos de ce choix. M. Pierre Messmer a pris la parole au cours de cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Le Premier ministre a constaté que parmi le grand nombre de candidats déjà en course pour l'élection, il y avait 2 candidats de la majorité, M. Chaban-Delmas et Edgar Faure. J'espère, a alors dit M. Messmer, qu'on s'en tiendra là et qu'il n'y en aura pas un 3e. Et puis, le Premier ministre a tenu à préciser que, devant cette situation de fait, son devoir était d'éviter que les candidatures se multiplient. En ce qui me concerne, a dit M. Messmer, je me comporterai avec la même loyauté et la même détermination que le mouvement quand une décision aura été prise. Rappelons également que le Centre Démocratie et Progrès, qui se réunira mardi prochain, envisage de se prononcer en faveur de M. Chaban-Delmas. En fin d'après-midi, le bureau exécutif des démocrates 5e a également décidé d'appuyer la candidature de l'ancien Premier ministre. Les socialistes, de leur côté, se réuniront lundi. Dès hier soir, M. Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, a demandé à M. Mitterrand d'être le candidat de l'Union de la gauche. La candidature de M. Mitterrand sera d'ailleurs proposée par le comité directeur du Parti socialiste lundi, et c'est à cette occasion que le premier secrétaire du Parti socialiste se prononcera. Lundi également, les radicaux de gauche confirmeront leur appui à M. François Mitterrand. Enfin, sachez que le groupe parlementaire des réformateurs se réunira également lundi à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'essentiel des nouvelles de cet ordre. À l'étranger, sachez que 14 engins incendiaires ont explosé en l'espace d'1 heure cet après-midi dans plusieurs grands magasins de Londres. Il n'y a pas eu de victimes. Et puis surtout, cette nouvelle qui a causé une très grande surprise dès qu'elle a été connue tout à l'heure et dont les répercussions vont sans doute être très grandes dans tout le monde arabe. En Libye, le colonel Kadhafi a été relevé de ses fonctions par le Conseil de la Révolution. C'est le président du Conseil, le commandant Jaloud, qui a d'ailleurs assisté ce matin à la messe solennelle célébrée à Notre-Dame en la mémoire du président Pompidou, qui prendra en charge, dit une dépêche, les fonctions politiques et administratives de la Libye.
Puisque le commandant Jaloud est à Paris, nous avons naturellement tenté de le joindre dans le palace où il réside. Le commandant Jaloud, qui n'a pas cessé d'être en conférence depuis le milieu de l'après-midi, n'a pas accepté de nous recevoir. Il nous a simplement fait savoir qu'il avait reçu l'information que je viens de vous donner plus haut et qu'il n'était en mesure ni de la confirmer ni de l'infirmer. Coup d'État ou simple remaniement, Mouammar el-Kadhafi quitterait la direction effective de l'État libyen, mais il resterait commandant en chef de l'armée. L'homme qu'il remplacerait à la tête de l'État serait le commandant Jaloud. Cela est d'autant plus surprenant que le commandant, qui est déjà président du Conseil, est actuellement à Paris. Il a assisté au service funèbre à Notre-Dame ce matin, il était au Quai d'Orsay cet après-midi. Jaloud, c'était le second de Kadhafi, l'homme de confiance, le négociateur qui préparait l'action politique du colonel et partageait ses passions. On a l'habitude des coups de tête du président Kadhafi. Ce n'est pas la première fois que l'on annonce son retrait de la scène politique et chaque fois, quelques semaines ou même quelques jours plus tard, il reprend son poste. Aujourd'hui, un mot employé par l'agence d'information du Moyen-Orient modifie le scénario. Le colonel, dit l'agence, a été relevé de ses fonctions. Ce n'est donc pas de sa propre autorité que le nouveau champion de l'islam se serait retiré. Il n'en reste pas moins que les circonstances de ce remaniement sont étranges. Que l'on en juge, ce serait le Quai d'Orsay à Paris qui aurait appris au commandant Jaloud qu'il était promu chef de l'État. Il y a cependant une explication logique. Ce changement permettrait à l'ancien chef d'État de se consacrer à des activités idéologiques. C'est manifestement le rôle qu'il a toujours voulu jouer. Quant au commandant Jaloud, il regagne Tripoli ce soir. Pour la première fois depuis l'établissement du cessez-le-feu le 24 octobre dernier, l'aviation israélienne est entrée en action ce matin sur le front du Golan. But de l'opération, repousser une unité syrienne qui s'était infiltrée à travers les lignes israéliennes dans le secteur du mont Hermon. Le bombardement aérien a été suivi par un duel d'artillerie qui a duré plusieurs heures. C'est le 26e jour consécutif que des incidents se produisent sur le Golan. Ils sont de plus en plus violents et l'intervention aérienne de ce matin marque une aggravation de la situation. Mais il semble bien que les deux pays veulent éviter que ces incidents ne dégénèrent en guerre véritable. En fait, on retrouve sur le Golan la situation qui existait sur le front égyptien avant l'accord sur le désengagement. Et tant que Damas et Jérusalem ne seront pas parvenus à un accord sur la séparation de leurs troupes, la tension sur le Golan risque d'être entretenue. Ce problème sera d'ailleurs discuté cette semaine à Washington. Une personnalité de Damas présentera à M. Kissinger le plan syrien de désengagement. En retour, le chef de la diplomatie américaine l'informera des propositions israéliennes présentées récemment par le général Dayan. Les Palestiniens à Genève, on peut en effet se poser la question, après que la Jordanie ait approuvé cet après-midi le principe de la participation d'une délégation palestinienne indépendante à la conférence de Genève, au cas où une telle délégation serait invitée à la conférence. À cet égard, l'Égypte et la Jordanie viennent d'avoir des conversations au sommet au Caire, et on parle de plus en plus de reconnaissance possible et prochaine de l'État palestinien. Pour les Palestiniens, la délibération politique a maintenant pris le pas sur l'organisation de la lutte armée. Depuis la guerre du mois d'octobre et le processus diplomatique qui en est résulté, la résistance se trouve en effet confrontée à un choix politique décisif. L'alternative se pose en ces termes. Faut-il refuser toute proposition qui ne donnerait pas entièrement et immédiatement satisfaction aux revendications palestiniennes, ou bien faut-il saisir toute occasion de se réinstaller sur une partie de la Palestine qui serait libérée, par exemple la Cisjordanie et Gaza, pour y créer un État national palestinien. Le FDPLP, le Front démocratique, est la première organisation à s'être ainsi prononcée en faveur de la création d'un État national. Et l'organisation l'a fait savoir par son leader, Naïef Awatmeh, qui a publié une interview qui a été reproduite dans les colonnes d'un quotidien israélien. Nous avons lancé un appel aux démocrates antisionistes à l'intérieur d'Israël afin qu'ils luttent à nos côtés pour obtenir un État démocratique en Palestine. Un État où Arabes et Juifs palestiniens vivraient avec des droits et des devoirs égaux. Nous devions leur dire que leurs véritables ennemis sont leurs dirigeants actuels, à savoir Golda Meir, Moshe Dayan, Shimon Peres, qui ne comprennent que le langage de la violence.
Le geste de Naïef Awatmé n'a pas été désavoué par l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui regroupe les principales organisations de résistance. Et après en avoir longuement débattu, les Palestiniens semblent maintenant d'accord pour la création d'un État national sur les territoires qui pourraient être évacués. Il va de soi que la résistance palestinienne établira son pouvoir national armé sur toute parcelle de la Palestine qui aura été libérée par ces luttes militaires, diplomatiques et politiques. Ceci dit, la résistance palestinienne ne reconnaîtra jamais l'entité sioniste. Les Palestiniens sont également déterminés à ne pas se laisser assimiler par le régime jordanien. Abou Saleh, l'adjoint de Yasser Arafat à la tête des Fédayines, s'en est pris de façon sévère à certains régimes arabes. Nous n'accepterons aucune tutelle, ni internationale, ni arabe, et il n'est pas question que le roi Hussein réinstaure son pouvoir en Palestine. Abou Saleh parlait devant les Fédayines qui s'étaient réunis en armes dans un stade du quartier palestinien de Beyrouth pour célébrer le 6e anniversaire de la bataille de Karameh livrée contre les Israéliens. Mais en fait, les opérations militaires sur le terrain sont maintenant limitées et récemment Yasser Arafat a interdit toute action hors du Moyen-Orient sans l'accord de l'Organisation de libération de la Palestine. Les dirigeants de la résistance gardent l'uniforme des militaires, mais ils prennent le langage des politiques. Dans quelques années, nos petits-enfants ne pourront plus se baigner sur les rivages de la Méditerranée. Elle sera devenue, des experts l'affirment, une mer morte où toute vie aquatique aura disparu. Les déchets déversés actuellement au rythme de plusieurs milliers de tonnes par an en auront fait un immense dépotoir. L'avenir est sombre et les experts des pays riverains réunis à Rome ont lancé un véritable cri d'alarme. Si les nations qui sont côtières de cette mer ne prennent pas des dispositions pour limiter la pollution, dans quelques 50 ans, 30 ans pour les pessimistes, nous arriverons à avoir une mer véritablement morte. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Quelles seraient, d'après vous, les mesures les plus urgentes à prendre pour essayer d'arrêter cette pollution de la Méditerranée? Mais je crois qu'il serait facile pour les grands pollueurs comme les transporteurs de pétrole d'être l'objet de sanctions, et il est facile pour toutes les nations qui ont le souci d'éviter la pollution, il est facile pour ces nations d'appliquer ces sanctions. Vous savez fort bien que la France, par exemple, a un système de détection de ceux qui polluent. Il est facile de suivre à la trace le tanker et il est facile de l'arraisonner, mais là encore, faut-il qu'il y ait un accord général. Et cet accord doit être pris par les nations côtières, mais elle doit s'appliquer à toutes les nations du monde. Paris-Roubaix a été sensiblement modifié cette année. La portion Wallers-Arembert qui provoquait la sélection a été supprimée, mais les coureurs peuvent se rassurer, la grande classique française est restée insensible aux caprices de la mode en conservant ses bons vieux pavés. 120 km de zones pavées sur des chemins à peine praticables, 120 km d'efforts et de souffrances, où les difficultés sont nombreuses et identiques aux années précédentes. Alain Santy a reconnu le parcours de cette course pas comme les autres. Paris-Roubaix, c'est traîne des classiques, 280 km. Mais enfin, les difficultés ne commencent qu'à Valenciennes après 150 km de course. Les mauvaises routes, pavées, bombées, souvent sans coureur, à l'entrée du mauvais passage. Il faut faire très attention aux chutes, aux crevaisons. Le vent est souvent défavorable. Il faut très bien s'alimenter pour ne pas prendre de fringales. Une fois de plus, ils seront près de 200 au départ. Si le vent et la pluie s'en mêlent, la course sera impitoyable et inhumaine. Les rescapés seront peu nombreux à rallier Roubaix.
Demain encore, les Belges, spécialistes des classiques, invaincus à Roubaix depuis 6 ans, seront les favoris. Alain Santy explique pourquoi. Bien, les Belges ont beaucoup de pavés chez eux et je pense que cela vient de là. Les Français ne sont pas très avantagés de ce côté-là. Il y a de moins en moins de pavés en France. Comment comptez-vous faire pour contrer les Belges? Bien, il faut attendre des circonstances de course favorables, c'est-à-dire passer une bonne partie de l'enfer en compagnie des meilleurs. Et on verra sur la fin comment cela se présente, s'il y a de nombreux sprinters ou quoi. Il faudra attaquer au maximum. Paris-Roubaix, c'est une course d'équipe. À votre avis, quelle est celle qui est la plus homogène? Si l'on se base sur ce début de saison, je pense que notre équipe est très bien placée. Parce qu'en cas de crevaison, ou quand on est plusieurs équipiers, c'est un gros avantage, on peut se changer de roue. Et quels sont vos favoris en dehors d'Eddy Merckx? Je pense à Herman Van Swengel qui était très fort dans le Grand Game, Eric Clément, Freddy Martens, Roger de Vlaming. Pourtant, depuis le début de la saison, la suprématie belge a été sérieusement contestée. Les Belges sont toujours à la recherche d'un succès. Eddy Merckx rêve d'une 4e victoire et les Français, avec Alain Santy, sont à la recherche d'un succès 18 ans après Louison Bobet. Voilà donc avec cette séquence sportive l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. À l'issue de cette journée nationale de deuil, vous allez pouvoir suivre maintenant, à la fin de ce journal, la retransmission intégrale de la cérémonie de Notre-Dame ce matin. La télévision reprendra demain son programme normal et le prochain rendez-vous avec notre équipe est donc pour demain 13h. Mesdames et messieurs, bonsoir.